Bienvenue dans Ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Thierry Brown, dirigeant inspiré chez Go4Human. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Ma vie de DRH. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandra Hamda, qui est DRH de Adveris et qui est également une podcasteuse RH, podcast Nouveau Prisme. Bonjour Alexandra. Bonjour Thierry. Est-ce que tu veux rapidement te présenter plus amplement ? Écoute, avec plaisir. Donc comme tu l'as dit, aujourd'hui, j'occupe la fonction de DRH dans une agence digitale, donc entreprise à taille humaine, où on est 70 collaborateurs et je m'occupe de la partie autant RH, recrutement, marque employeur, RSE, donc assez large en termes de scope, on va dire. Et effectivement, j'ai lancé il y a 1 an et demi à peu près maintenant un podcast RH qui s'appelle Nouveau Prisme. Et l'objectif, c'est d'explorer un petit peu toutes les facettes de mon métier avec des experts, des personnes qui sont dans l'écosystème RH ou un petit peu plus lointain. Et sortir de mon isolement en tant que RH. Et donc avant ça, j'ai passé un peu plus de 10 ans dans un gros cabinet de conseil, donc périmètre beaucoup plus large pour le coup, où j'avais une équipe d'une dizaine de personnes et j'accompagnais le périmètre France et la coordination des sujets plus internationaux avec les VIE, les expatriations, etc. Eh ben, c'est une belle expérience qui va être très utile aujourd'hui parce qu'on va aborder une thématique. Alors, pour moi, elle est passionnante, et évidemment pour toi aussi, puisqu'on en a un petit peu parlé ensemble juste avant. C'est la thématique de l'alignement en tant que RH ou DRH, hein, donc ça concerne peut-être toutes les fonctions RH, mais voire peut-être aussi toute autre fonction dans l'entreprise, hein. Quand on parle d'alignement, ça peut toucher évidemment tout le monde. Alors, l'alignement pour toi, comment tu le définirais ? Alors, je vais juste revenir avant de le définir. Je pense qu'effectivement, l'alignement, c'est hyper important dans tous les postes en règle générale, mais quand on est RH d'autant plus. Et je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui de nécessité. On en parlera tout à l'heure parce que ça peut avoir des impacts sur la santé mentale, mais on gère de l'humain. Donc, quand on est RH et qu'on est très investi et engagé, en tout cas quand on a des engagements forts, c'est mon cas, on l'espère sur pas mal de sujets, cet alignement, il est indispensable pour mon équilibre. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant justement qu'on en discute, parce que pour moi, c'est une colonne vertébrale dans ma fonction, donc c'est indispensable. Et comment je le définis pour revenir à ta question, alors, c'est pas si simple que ça, en fait, je pense, de définir qu'est-ce que l'alignement quand on est RH, parce que très clairement, il faut être aligné sur tous les sujets qui sont à la fois très on va dire, réglementaire, business. Donc, tu es là pour t'assurer du respect du cadre légal, du cadre conventionnel, des objectifs business aussi, des attentes des collaborateurs. Donc, tout ça, il faut être très, très aligné avec quand même ce que va, voilà, le droit et au-delà de ça aussi, les enjeux de la direction. Et après, tu as une deuxième type d'alignement, et là, c'est plus subjectif, c'est être aligné avec les valeurs. Pour moi, c'est extrêmement important. Quand on est RH, on gère de l'humain. Comme je disais tout à l'heure, je parlais d'engagement aussi. Et il faut que nos valeurs, on va dire plus personnelles, soient alignées avec les valeurs de la culture d'entreprise, de la direction, de ce qu'elle porte. Tu vois, il y a des sujets quand je te parlais de convictions tout à l'heure, il y a des convictions qui sont assez fortes, qui sont liées sur le sujet humain, justice sociale, bien-être des collaborateurs. Moi, par exemple, le sujet parentalité, c'est un sujet qui est extrêmement important, des sujets d'inclusion, de diversité plus larges. Donc, c'est sûr que si demain, tu me demandes d'aller travailler dans une société où on va me dire pas de télétravail, les parents, on s'en fout, ce serait compliqué pour moi, tu vois, très clairement. Donc, il y a vraiment ces deux équilibres, enfin, il y a un vrai équilibre à avoir entre, pour moi,
ce que dit la loi, ce que dit des conventions collectives, tout l'aspect réglementaire, plus régalien, on va dire, que forcément notre métier nous impose. Et on est là aussi pour respecter les règles du jeu, on va dire, au niveau juridique. Mais on est aussi là pour porter les messages de la direction. Mais pour ça, on doit être complètement aussi aligné en termes de valeurs, avec nos propres valeurs et les valeurs de la direction. Et je précise que c'est pas évident et c'est pas le pays des bisounours, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément aligné toujours à 100% avec la direction avec qui on va dialoguer au quotidien, on va mettre des choses en place. Mais ce qu'il faut, c'est en tout cas réussir à ce que nos convictions profondes, en tout cas, on s'y retrouve. Après, des fois, il faut parfois faire un petit peu des compromis avec des choses qui sont plus secondaires et puis se dire, ça, ce sujet-là, je l'attaquerai dans un second temps. Alors, c'est bien parce que quand tu parlais d'alignement tout à l'heure, j'avais noté sur ma petite feuille, parce que je prends toujours des notes, j'avais marqué équilibre. Toi, tu disais que il y a l'aspect réglementaire de la fonction RH, et puis il y a soi, avec ses valeurs. Et l'alignement, est-ce que l'alignement serait pas justement ce savant équilibre à trouver entre des contraintes qui viennent de l'extérieur et puis nos contraintes aussi à nous, enfin c'est pas forcément des contraintes, mais nos valeurs internes. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas définir l'alignement par une forme d'équilibre? Ouais, je pense que c'est complètement ça, tu vois. C'est souvent, j'ai souvent défini la fonction de DRH comme une fonction de funambule ou équilibriste, tu vois. Mais on est toujours, pour moi, tu peux. Alors, encore une fois, ça reste mes convictions, mais je perçois pas mon métier. Tu peux pas. T'es obligé à la fois de comprendre les enjeux business, les enjeux de la société. Si j'enlève la partie réglementaire qui est t'as pas le choix, mais en tout cas, tu es obligé de comprendre les enjeux de la société, de business, de ta boîte, les enjeux financiers, etc. Et de porter aussi un message de la direction. Mais à la fois, pour moi, tu peux pas être à avoir un bon positionnement si tu n'es pas également à l'écoute de tes collaborateurs et si tu comprends pas non plus les besoins des équipes en dessous et que tu sois pas capable de les remonter et de les défendre auprès de la direction. Donc, c'est vraiment un jeu de vase communicant et à la fois, tu es aussi là pour parfois expliquer, par exemple, à ton CSE que non, ça va pas être possible parce que le contexte économique ne nous le permet pas. Voilà, c'est tout un jeu d'équilibre à avoir entre plusieurs forces dans l'entreprise et tu es là pour mettre tout ça en équilibre, ce qui n'est pas évident. Hein. Ouais, une funambule ou une équilibriste de RH. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment, en tant que personne, en tant que DRH, en tant qu'humain, on arrive, nous, à trouver cet équilibre. Est-ce que c'est l'équilibre qu'on doit absolument chercher, ou est-ce qu'on doit accepter, en fait, de vivre, notamment avec un déséquilibre comme le funambule, toi, sur son fil, où en fait le déséquilibre, c'est ce qui lui permet de tenir en équilibre. C'est le fait de jongler un petit peu sur tout en même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut en même temps s'occuper de plein de thématiques. Est-ce que ce serait, et c'est une question que je te pose, est-ce que ce serait peut-être la clé de l'équilibre en tant que DRH, voire la clé de l'alignement? Alors, l'équilibre parfait, pour moi, c'est illusoire. Si tu veux. Quand je te parle d'équilibrisme, c'est plutôt jongler un petit peu partout pour trouver un équilibre qui n'est pas parfait, mais sur lequel tu arrives, je ne sais pas comment dire là en souvent en vidéo, mais les gens qui, tu vois, de toujours essayer de dialoguer avec les parties prenantes, de beaucoup communiquer, de faire comprendre les choses pour que tu arrives à ce point d'équilibre. Mais qui n'est pas toujours le même. Ton point d'équilibre va pas toujours être le même. Je te donne un exemple. Forcément, si à un moment donné dans ta société, tu es obligé de faire un plan de licenciement, très clairement, c'est des choses qui vont être très difficiles quand tu es RH, parce que souvent c'est toi qui t'en occupes. Il y a toute la partie négociation CSE, tu vas gérer de l'humain, donc c'est pas juste. Donc c'est des choses qui sont quand même très difficiles. Et ce point d'équilibre-là, à un moment donné, toi, tes valeurs personnelles, c'est pas forcément ce que tu aurais fait. Donc, il faut essayer justement de
de convaincre, mais tu n'y arrives pas toujours. Donc, c'est faire au mieux pour que ce qui doit être appliqué et redescendre de la direction soit fait le mieux possible et le plus proprement possible pour que tu sois aligné avec ce qui a été fait et surtout comment ça a été fait. Moi, je me dis toujours, forcément, hein, quand on est DRH, on n'aime pas licencier les gens. Enfin, c'est horrible. C'est pas mettre fin des périodes d'essai, c'est pas des choses qu'on aime faire. On n'est pas sadique. Hein, c'est des choses qui sont éprouvantes. En tout cas, moi, c'est des choses voilà, qui ont un vrai impact émotionnel chez moi. Pour autant, je me dis, le fait de le faire proprement, d'être à l'écoute, de conseiller aussi le collaborateur, etc. L'approche, en tout cas, ce sera fait le mieux possible. Ce sera fait proprement et du coup, je vais être alignée avec la façon dont ça a été fait parce que c'est comme ça que j'aurais voulu que je sois traitée en tant que salariée. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Intéressant. Tu disais tout à l'heure qu'il y a une notion je sais pas, de point d'équilibre à trouver. Voilà, Ouais. Mais comment tu sais que tu as trouvé ce point? Comment tu sais dans Si je des suis à situations... l'aise, bah, en fait, Ah, je te parlais tout à l'heure d'un thème que j'aime bien de boussole éthique, ouais. qui est plus de se dire la façon dont j'ai fait les choses ou ce que j'ai mis en place, est-ce que dans 10 ans, ou si je dois le raconter à mes enfants, est-ce que je serai à l'aise avec ça? Est-ce que dans un repas de famille, tu vois, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, quand on dit que tu es DRH, souvent on a l'impression que tu es là pour licencier les gens. Les préjugés sur la fonction sont assez importantes. Est-ce que je serais à l'aise de parler de cette situation à un repas de famille? Est-ce que je serais à l'aise d'en parler à mes enfants? Est-ce que dans 10 ans, je serai toujours à l'aise avec ce que j'ai fait? C'est de se poser ces questions-là, en fait. Et si tu sens que tu n'es pas à l'aise, c'est qu'il y a un problème d'alignement. Et donc, Ça, après, tu peux pas forcément faire, tu vas pas changer à toi toute seule un plan de licenciement économique, tu vois. Maintenant, la façon dont c'est fait, la façon dont les gens sont traités, la façon les solutions que tu vas proposer pour accompagner les collaborateurs pour que ce soit fait la façon la moins violente possible avec le maximum d'accompagnement, d'écoute et de considération des collaborateurs, ça, pour le coup, c'est dans tes capacités, c'est dans ton rôle et dans tes fonctions de le faire. alors, je résume ce que tu viens de dire. Il y a ce côté être à l'aise avec ce que tu es en train de faire euh, à l'instant T, mais aussi en te projetant dans l'avenir, dans 20 ans. Voilà, est-ce que je serai toujours à l'aise par rapport à la décision que j'ai prise aujourd'hui? Tu prends un petit peu en compte aussi toute ta vie, au fait, dans cette décision. Tu prends pas juste en compte la décision à l'instant T, mais tu la projettes aussi dans l'ensemble de ta vie, de ton existence. Et ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser au sens, au fait, qu'on donne aux choses, au sens aussi qu'on donne à son existence. Bah, très clairement, on fait un métier où on gère de l'humain, donc le sens, on l'a, tous les jours. Enfin, pour moi, je me dis pas, moi, je sais que quand je rentre chez moi, je pense, j'ai du mal à couper, tu vois. Mon métier, je le vis, si tu veux, on gère de l'humain, donc on peut pas Ouais. se dire, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est en souffrance, qui vient te voir, ou quelqu'un qui vient te voir parce qu'il a perdu un proche, ou enfin, tu vois, tu accompagnes quand même aussi les gens souvent on vient te voir quand les gens sont pas bien, si tu veux, tu dois les accompagner. Tu peux pas rentrer chez toi et faire comme si ça ne te touchait pas ou c'est pas juste, tu as traité un dossier, enfin, tu gères de l'humain. Mhm. Donc souvent voilà, t'es face à la souffrance humaine, tu peux pas faire comme si ça n'existait pas et hop, je le mets dans un placard et puis on en reparle demain. Donc forcément, on fait un métier qui fait sens au premier sens du terme parce qu'on gère de l'humain. Donc, mais on parle des RH, mais les managers, c'est pareil. Les managers, dans leur quotidien, ils gèrent de l'humain avec des objectifs. Enfin, pour moi, il y a vraiment un effet miroir avec ce que font les managers aujourd'hui, c'est-à-dire que les managers, ils vont gérer de l'humain, ils vont gérer des émotions, et à côté de ça, ils vont avoir des objectifs, ils vont avoir une politique RH à décliner. Tu vois, c'est pareil. Pour moi, ils sont sur ce même jeu d'équilibre à avoir aussi dans leur quotidien et d'alignement, sinon c'est très compliqué pour eux aussi. Mhm. Intéressant, effectivement, intéressant ce que tu dis. Je note aussi ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu es hyper investi dans ton rôle de DRH. J'ai l'impression, hein, c'est ce que tu me donnes comme impression, que tu mets vraiment toutes tes tripes dans ce métier.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi qu'à un moment donné, ça touche, au fait, ta santé mentale? Parce que tu parlais de PSE tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui est Mmh. très éprouvant, physiquement, mentalement. Mais si tu es tellement impliqué, est-ce que ça peut pas un jour toucher ta santé mentale? Bah, en fait, Et je pense que c'est pardon, comment t'en excuse-moi. préserver, pardon? Comment t'en Ouais. préserver, Je notamment? pense que aujourd'hui, c'est le plus gros risque parce que dans l'entreprise, les RH prennent soin des collaborateurs. Maintenant, qui prend soin des RH? Point d'interrogation. Donc, si tu ne te préserves pas toi-même, si tu n'es pas vigilant ou vigilante sur ce sujet-là, ce qui est très difficile, hein, parce que des fois, tu as la tête dans le guidon et tu n'as pas le temps, en fait. Et puis, tu as l'impression que, tu sais, tu as le syndrome du sauveur, que tout repose sur tes épaules. Donc, c'est très compliqué d'avoir ce recul-là, mais pour moi, c'est indispensable de dire... forcément, quand tu as un manque d'alignement ou voilà, quand tu es ultra engagé et que tu touches à d'humain, à d'émotions tous les jours, bah, ça va, toi, t'impacter forcément sur... au bout d'un moment, tu as aussi des phases d'épuisement moral, la charge émotionnelle, tu peux avoir de la perte de sens aussi, donc c'est compliqué. Hein, si tu n'es pas aligné, qu'il y a une perte de sens, c'est quand même très compliqué quand tu es RH. Enfin, pour moi, c'est même presque... Ça signe la fin, tu vois. Donc déjà, la première chose, c'est être à l'écoute des signaux indirects, tu vois, moi très clairement, j'ai des enfants, j'ai un mari et quand je sens, tu vois, que il y a des périodes où je vais rentrer chez moi et je vais être vite sur les nerfs et vite et qu'on me le fait ressentir à la maison, je sais qu'il faut peut-être que je reprenne un peu de recul par rapport à mon travail parce que c'est toujours comme ça chez moi que ça s'identifie. Donc après, c'est chacun qui a ses garde-fous, mais c'est important, je pense qu'à un moment donné, les RH devraient être plus accompagnés, tu vois, par des coachs. Il y a différentes choses qui existent. Il y a du coaching, je pense que c'est extrêmement important. Il y a aussi moi, je l'ai fait et j'ai trouvé ça très bien. C'est des ateliers de co-développement avec d'autres DRH. J'ai fait ça pendant plusieurs mois et c'est vraiment une bulle d'air où tu es compris complètement, enfin, je me suis sentie complètement comprise. Tu peux te permettre d'être complètement vulnérable, chose qui n'est pas possible dans ton quotidien parce que quand tu vas pas bien, bah, tu vas pas aller en parler aux collaborateurs, tu vas pas aller en parler à ta direction. Enfin, voilà, c'est plus compliqué parfois. Donc le fait de te retrouver avec des pairs, ça te permet de voilà, expliquer mettre à plat tes vulnérabilités, d'expliquer tes problèmes d'alignement, parfois de sens, de voir que tu n'es pas la seule et d'avoir aussi des conseils et tout simplement de se sentir écoutée en fait. Mmh. Alors, moi, je peux que dire oui à ce que tu dis, puisque c'est un peu mon métier, et je peux que confirmer que avoir un temps réflexif, hein, sur sa pratique, sur ce qui se passe en nous, c'est hyper important pour toutes les fonctions de responsabilité, de management, de direction, quelle qu'elle soit. Et par contre, je vais juste rebondir sur le codev de DRH, puisque on a mis ça en place, entre autres, hein, un codev de DRH interentreprise. Mais aujourd'hui, on se rend compte que il est très difficile à des DRH de dire ok, je vais me prendre 3 heures comme ça une fois tous les mois pour faire du co-développement. Alors moi je te partage ça, hein. On a vraiment du mal à faire prendre conscience que c'est une démarche importante pour notamment les DRH, prendre 3 heures par mois pour travailler sur des sujets, sur des problématiques, partager entre pairs. Donc oui, mais le pas, il n'est pas toujours fait assez facilement. Donc, les gens qui font ce pas, c'est des gens qui sont souvent déjà dans des situations complexes, qui ont besoin d'échanger, de parler. Ils ont peut-être attendu déjà trop longtemps avant d'engager un coaching, avant de faire du Ouais, je suis mentoring, avant de d'accord. faire du codev. Et moi, j'aimerais bien savoir quels conseils tu peux donner à ces DRH qui aujourd'hui se disent bah non, en fait le quotidien c'est ma priorité, je suis dans l'opérationnel, et qui prennent pas du temps pour eux pour travailler sur leur posture, leur prise de recul, leur alignement. Bah, en fait, ils vont se faire prendre à leur propre jeu. C'est-à-dire que c'est ce que tu l'as dit, hein, le jour où tu te réveilles, c'est souvent un peu trop tard et quand tu le fais, c'est parce que tu es pas loin, soit d'être en mode burn-out, soit partir de ta société alors qu'en fait, tu aurais pu trouver d'autres solutions.
Et je pense qu'il faut pas, au-delà, tu vois, les ateliers de co-développement, l'objectif, c'est pas de tous se pleurer les uns sur les autres, hein, mais c'est aussi de partager des problématiques, de trouver des solutions, de sortir de l'isolement, de benchmarker aussi ce que tu fais, tes pratiques. Donc, ça t'ouvre à autre chose. Et alors, je dis pas qu'il faut le faire forcément tous les ans, mais en tout cas régulièrement de se dire, ok, moi aussi je suis RH et je peux être formée, je peux être accompagnée, je peux participer à des codev et limite de s'imposer. Tu vois, moi très clairement, je le fais pas depuis longtemps, depuis 3 ans, mais je m'impose un budget pour soit me former, soit faire des ateliers de codev, soit prendre un coaching, soit je l'ai pas encore fait, mais je pense que je le ferai, soit prendre à un moment donné des séances de psy, tu vois, je pense que c'est important aussi. Et après, les ateliers de codev, tu parlais de se trouver 3 heures, etc. T'es pas obligé de te faire en plein milieu d'une journée. Tu vois, nous, les ateliers de codev, on les faisait de 17h à 19h ou quand ça arrangeait un petit peu tout le monde, on arrivait à trouver des créneaux. C'était pas trop contraignant pour, bon, en l'espèce, c'était que des femmes, pour le faire. Et après, tu vois, je pense qu'au-delà de l'accompagnement et du soutien, c'est aussi important de se dire c'est quoi mes garde-fous, définir un petit peu tes limites personnelles, c'est-à-dire toutes les pratiques sur lesquelles je ne serais pas alignée et auxquelles je dirais non, quitte à démissionner. Mais de vraiment, en termes d'alignement, ne pas aller à l'encontre de ses convictions. Et ça, il faut être très aligné. Moi, je sais qu'il y a des pratiques, si tu me demandes de les faire, je ne le ferai pas. C'est dans mes convictions et si tu me demandes de faire ça, je partirai. Mais il faut être très aligné et poser en fait les bases de ça. C'est important. Excellent. Donc on a trouvé 2 ingrédients à l'alignement. Le premier ingrédient, c'est prendre du temps pour travailler sur soi, ou du temps pour soi. Et le deuxième ingrédient que tu viens juste de citer, c'est de poser des limites personnelles au-delà desquelles on ne va pas s'engager. Exactement. Et puis la boussole éthique dont je te parlais un petit peu plus tôt, aussi se poser souvent ces questions-là sur ok, là je fais ça, est-ce que je suis vraiment alignée? Est-ce que ça je serais capable d'en parler à un pas de famille? Est-ce que ça je serais est-ce que je serais fière d'en parler ou pas? Exactement. Donc on a déjà 3 ingrédients. C'est bien. Tu nous souhaitais aussi nous parler de la notion de justesse. Et notamment, tu m'avais partagé avant l'enregistrement du podcast la notion de justesse entre les collaborateurs, les managers, le CSE, essayer de trouver un point d'équilibre de nouveau entre ces 3 pôles. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Ouais, effectivement, je pense que c'est assez dur le mot de justice, de se dire pour moi, on doit être juste quand on est RH, mais c'est toujours un petit peu compliqué parce que tu es vite pris en étau avec des injonctions qui sont contradictoires entre la direction qui veut souvent faire les choses vite, les managers qui veulent des choses simples, tu as un CSE qui va vouloir aller dans le détail surtout. Toi, tu vas plutôt penser bien-être des collaborateurs et puis comment tu vas pouvoir faire de la conduite du changement derrière. Et tout ça, c'est important de se dire que il faut trouver encore ce point d'équilibre-là de façon à être le plus juste possible encore une fois, aligné sur tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le juridique, le business, l'humain. Et pour le coup, je pense que c'est une grosse illusion de dire qu'aujourd'hui, une RH, elle doit être neutre. Alors oui, sur le papier, on doit être neutre, mais tu peux pas demander d'être neutre quand tu gères de l'humain et de l'émotion tout le temps, en fait. Et quand tu as tes propres valeurs, forcément, à un moment donné, ça va infuser dans ta prise de décision. Il faut pas se leurrer, ça n'existe pas une RH qui est complètement neutre, ça s'appelle un robot. Et quand on est RH, on n'est pas un robot. On a nos propres émotions et on gère les émotions de tout le monde. Donc oui, ça a forcément un impact à un moment donné. Et oui, parfois, on va être juste en étant le plus neutre possible, mais on ne peut pas être dans la neutralité totale, ce n'est pas possible. Je crois qu'on Il faut en être conscient. Je crois qu'on vient de trouver un 4e ingrédient. On parlait de justesse, collaborateur, manager, CSE. On en a oublié un. C'est soi-même. Ben oui. Exactement. Donc aussi se prendre en compte soi-même dans les situations pour essayer d'être au plus juste, mais aussi par rapport à ses valeurs à soi. Ok, super. En résumé, quel conseil
avisé tu pourrais donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent cheminer vers cet alignement ou cet équilibre? Bah, en fait, il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions Mmh. et ne pas se laisser submerger par les injonctions des uns et des autres. Ah, quand tu parles de bonnes questions, Bah, tu c'est peux de se nous dire, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, la boussole éthique, de se dire: «Est-ce que, je suis à l'aise avec cette décision? Est-ce que c'est conforme à mes valeurs? Est-ce que ce qu'on me demande de faire là, ça dépasse ou pas les limites que je me suis données?» Voilà, c'est de prendre un petit peu de hauteur sur une situation. Est-ce que là, aujourd'hui, je sens que depuis plusieurs mois, je suis fatiguée, je suis agacée, je commence à être moins, engagée, je suis moins alignée avec les valeurs de la société. Est-ce que c'est pas le bon moment d'aller dans une autre boîte? Est-ce que c'est pas le moment de me faire coacher? Est-ce que c'est pas le moment d'avoir tu vois? Prendre le temps de se mmh, questionner aussi, c'est mmh important. mh, mmh. Alors, j'aime bien l'image de la boussole, éthique et je vais vous partager, des outils que je crée souvent. On peut créer un genre de éthicomètre, tu vois? C'est juste, une règle qu'on peut dessiner sur un bout de papier. Je suis aligné, je suis pas aligné, il y a un point milieu et se poser la question, mais voilà, par rapport à cet éthicomètre, j'en suis où, quoi? Je suis plutôt à droite, plutôt à gauche, je suis au milieu, j'en suis où, tu vois? Des fois, c'est bien de matérialiser des choses avec des outils pour nous aider à nous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis aligné? Voilà, donc voilà, l'histoire de la boussole, ça m'a fait penser à un C'est exactement un ça. outil de mesure, si tu veux. On utilise souvent ça en coaching, pour permettre, au coaché de se positionner par rapport à une réflexion ou par rapport à une situation et on peut créer plein d'outils comme ça, assez facilement. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à la thématique d'aujourd'hui? On a déjà vu pas mal de choses très Oui, intéressantes. non, je pense que, la santé mentale, DRH, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, on nous demande d'être, un peu, partout, dans du juridique, dans de l'innovation, dans de l'humain, dans du business, dans du stratégique, Mmh. donc c'est un petit peu compliqué, je pense. On a eu la période Covid qui a été assez difficile et on peut le voir, hein, tous les chiffres montrent que la santé mentale, c'est compliqué côté RH, donc faut pas oublier qu'on gère de l'humain. Maintenant, on sauve pas non plus des vies, même si je pense qu'on a un vrai enjeu de bien-être. Donc, il faut aussi être en capacité de, tu sais, c'est comme dans les avions. Tu sais, on te dit, faut que tu mettes ton masque à oxygène, je vais y arriver, pour pouvoir ensuite mettre celui de tes enfants, par exemple. Bah, pour moi, une RH, c'est pareil. Si tu prends pas soin de toi, tu pourras pas prendre soin des autres. Donc, c'est important de se protéger aussi. Exactement et je témoigne de ça. Je rencontre, tout de même pas mal de tes collègues, hommes-femmes, des RH et c'est vrai que c'est un métier qui est extrêmement sous tension. Je vois des gens, des fois, extrêmement fatigués, certains limite burn-out ou certains ont déjà connu plusieurs burn-out d'affilée. C'est une fonction qui est extrêmement exigeante aujourd'hui, qui a évolué en France vers, des strates stratégiques, hein. Dans certains pays, c'est pas le cas encore, mais en France, cette fonction a évolué dans des strates, stratégiques et les thématiques, la diversité des thématiques ne fait que grandir avec des contraintes réglementaires qui se rajoutent tous les ans. Donc, effectivement, c'est une fonction qui est assez «chahutée» entre guillemets, en ce moment. Ben, écoute Alexandra, bah, je te remercie pour, ce temps, et surtout, toutes les informations que tu nous as partagées aujourd'hui. Est-ce que tu souhaiterais rajouter une dernière chose avant qu'on se quitte? Non, je pense que enfin oui, peut-être juste, je pense que tout à l'heure on parlait de coaching. Moi j'ai trouvé ça très intéressant je me suis intéressée au coaching sur tous les voilà, les outils qui sont proposés, et je pense qu'au niveau RH, ce serait bien qu'on soit nous-mêmes formés au coaching et un petit peu aux différents outils. C'est Mmh. des choses qui sont hyper intéressants, à utiliser dans notre quotidien et même avec, nous-mêmes. Donc j'invite en tout cas les RH qui nous écoutent et qui sont pas, voilà, qui sont pas jusqu'ici intéressés au coaching et aux outils qui sont proposés de s'y intéresser parce que tu vois, tout à l'heure tu nous parlais de ton outil, je pense que c'est hyper intéressant et on peut les utiliser pour nous-mêmes aussi pour nos équipes. Donc
Exactement. Alors moi, je m'occupe plus de managers, hein, je forme plutôt des managers à ce type d'outils. Et rien que la posture de coaching, la posture de coach, hein, rien que le Ouais. questionnement, ce genre de choses, ça peut apporter énormément dans une organisation, autant pour soi que pour les autres. Et c'est, je le rappelle, hein, c'est une posture qui développe l'autonomie des compétences. Voilà, parce qu'on aide l'autre à réfléchir. Et comme on arrive à aider l'autre à réfléchir, on peut s'aider aussi de soi-même à réfléchir, à prendre du recul. Donc c'est une très bonne suggestion, Alexandra. En tout cas, moi, je te remercie énormément pour ce temps, pour cette parenthèse et ce podcast. J'espère qu'on va se retrouver, Alexandra, sur d'autres sujets parce que je trouve qu'on a bien échangé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a exploré l'alignement. Peut-être qu'on pourra explorer un jour d'autres sujets comme celui-là. En tout cas, moi, je te remercie énormément. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour saluer nos auditeurs? Bah, écoute, déjà, je te remercie beaucoup pour l'invitation. Et puis, je pense que alors, là, on est dans un podcast. Moi, j'anime moi-même un podcast aussi. Je pense que le podcast, c'est un très bon format, notamment pour si on n'a pas trop le temps. On parle aussi de disponibilité, etc. C'est un bon moyen de soit d'écouter des pairs, soit de on parlait santé mentale, voilà, d'écouter des podcasts aussi sur la santé mentale, etc. Ça, c'est un bon levier, je pense aussi pour que ce soit dans les transports ou qu'on fait son sport ou son ménage, j'en sais rien, de trouver aussi des clés. Donc, n'hésitez pas à sortir un peu du classico-classique. Je lis une newsletter ou un livre, mais le podcast, c'est aussi, je pense, un très un très bel outil. Exactement. Et moi, je l'utilise aussi. Enfin, j'écoute beaucoup de podcasts, notamment quand je fais des séances de sport ou quand je fais des trajets en voiture. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui sur ce podcast de ma vie de DRH. On se retrouvera très bientôt dans un autre podcast avec une autre thématique. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de ma vie de DRH.